Donc nous auditionnons maintenant Monsieur Christophe Roccassera, président, et Madame Caroline Blanchard, consultante pour Talano Technologies. Messieurs Sébastien Lepolès, président de FlexFuel, et Patrice Moll, c'est ça, conseiller du président et préfet honoraire. Je rappelle que cette audition est ouverte au public et à la presse et qu'elle fait l'objet d'une captation audiovisuelle qui sera diffusée sur le site du Sénat. Je vais maintenant, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, vous demander, mesdames et messieurs, de bien vouloir prêter serment en rappelant pour la forme qu'un faux témoignage devant notre commission est passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal. Monsieur Christophe Roccassera, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure » en utilisant votre micro. Merci. Je le jure. Merci. Madame Caroline Blanchard, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Merci. Monsieur Sébastien Lepolès, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Et enfin, Monsieur Patrice Moll, prêtez serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Madame et messieurs, à la suite d'un exposé introductif, nous vous proposons de donner la parole aussitôt après à ma collègue la rapporteure, Madame Leila Aïchi. Et ensuite, nous disposons en gros maintenant de un peu plus de 55 minutes pour échanger sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, la commission d'enquête, sur le coût économique et financier de la qualité de l'air. Monsieur Roccassera ? Oui, écoutez, donc moi je suis le dirigeant d'une société qui s'appelle Talano Technologies. C'est une société qui est le fruit d'un travail fait avec des laboratoires de recherche, deux principalement, que sont ceux de l'INSA à Lyon et également des Arts et Métiers à Paris, et pour lequel en fait on s'est attaché à un aspect de la pollution qui est celle de la pollution qui est générée par les particules de frein, donc système de freinage essentiellement frein à disque, que l'on retrouve sur tous les véhicules. Donc c'est une thématique qui est pas forcément très connue encore aujourd'hui, qui commence un peu à se diffuser. On a d'abord essayé de collecter un certain nombre de chiffres pour essayer de comprendre réellement à quel problème on faisait face. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les particules de frein, ça représente environ 20 000 tonnes d'émissions tous les ans. 20 000 tonnes n'est pas forcément un chiffre qui parle immédiatement. 20 000 tonnes, c'est grossièrement la cargaison du pétrolier Erika. Je pense que de cette façon, ça parle un petit peu plus. La deuxième manière de comparer un petit peu et d'essayer de voir ce que cette pollution pouvait représenter, c'était de la comparer à ce qui sort d'un pot d'échappement, en fait, tout simplement. Il se trouve que là, on avait une référence qui était simple, puisqu'un pot d'échappement, on sait combien ça émet aujourd'hui. Et on a pris comme exemple un véhicule norme Euro 5 ou Euro 6, qui sont les moins polluants, et pour lequel le pot d'échappement, comme vous le savez certainement, est contraint à 5 mg maximum de microparticules par kilomètre parcouru. Donc en fait, on a fait tout simplement un travail qui était un travail de comparaison pour essayer de comprendre effectivement ce que cela pouvait représenter l'un par rapport à l'autre. On est tout simplement allé acheter des plaquettes de frein dans le commerce, tout bêtement. Donc en voici une qui est neuve, tout simplement. Et puis on est également allé dans des garages pour récupérer les mêmes plaquettes de frein, cette fois-ci usées. Je la mets ici, et donc on a, et on le voit tout de suite, une masse qui disparaît, cette masse, et ce qui permet de freiner, et ce qui va produire les microparticules, tout simplement. Donc toute cette disparition de masse, c'est de la production de microparticules. Ensuite, il était très simple de peser avant, après, d'avoir donc cette différence de masse. On connaît le nombre de kilomètres qui est nécessaire pour arriver à ce résultat-là, et donc on pouvait avoir une émission en milligrammes par kilomètre parcouru. J'avoue que j'ai été le premier surpris quand on a fait le calcul la première fois. Je l'ai refait 3 fois parce que je ne croyais pas le résultat que je voyais. Il s'agit d'un système de freinage sur un véhicule relativement classique. Et on arrivait à 30 mg par rapport à 5 pour un pot d'échappement. Donc on est à 6 fois plus.
Ça concerne naturellement tous les véhicules. Ça concerne également des véhicules électriques qui freinent sur le même principe. Donc on a pour un véhicule Autolib, par exemple, dans Paris, un véhicule qui émet une vingtaine de milligrammes également par kilomètre parcouru. Donc on l'a recalculé d'une autre manière également, hein, en prenant d'autres chiffres. Il y a un certain nombre de chiffres qui commencent à sortir. On n'est pas les seuls à sortir le même chiffre à peu près, peu ou prou. Donc on a quelque chose de cohérent. On s'est ensuite attaché à la compréhension de la toxicité de ces particules. Pardon. Il y a deux manières de voir le problème. Le premier est très simple, consiste à dire que ce sont des microparticules, point. Donc elles sont classées comme cancérigènes par l'OMS. On est allé un petit peu plus loin que ça. Comme vous le savez, les microparticules, on les mesure et on les appréhende en fonction de leur taille. Elle est exprimée en microns. Donc on va, pour les particules de frein, de 15 microns jusqu'à 0,1. À 0,1, on est sur la taille d'un virus. Il est bien évident qu'un virus n'est arrêté par aucune barrière dans l'organisme humain. Pour ces particules, malheureusement, il en est de même. Une fois qu'on avait fait cela, on a également cherché à regarder quelle était la composition de ces plaquettes et donc des particules qui en sortaient. Alors là, on était face à une difficulté, c'est qu'il n'y a pas une composition, c'est pas quelque chose d'homogène, puisque chaque fabricant a ses secrets de fabrication. Ce que l'on a réussi à tirer comme tendance au travers de quelque chose que l'on a recueilli auprès de l'agence environnementale européenne, c'était une composition moyenne vendue en Europe. Et là, on retrouve malheureusement 7 produits cancérigènes. On va retrouver du carbone organique et également du carbone élémentaire, exactement les deux mêmes éléments qui sortent d'un pot d'échappement, puisqu'en fait c'est une combustion, hein, il y a une pression et une température très forte. Et puis on va retrouver également tout un ensemble de métaux lourds, dont certains que l'on a bannis depuis un moment, comme le plomb, qu'on avait réussi à sortir de l'essence, qu'on retrouve dans les particules de frein. Mais on va retrouver du cadmium, du barium, du plomb, du nickel, du manganèse, de l'antimoine sous sa pire des formes. Bref, on a une machine dans un frein qui est une vraie machine à fabriquer quelque chose qui n'a aucune place avec une santé humaine optimale. Aujourd'hui, on le sait, il y a tout un ensemble d'études qui sont sorties sur le sujet, il y en a de plus en plus qui sortent. On sait que ces particules détruisent les protéines de jonction de la barrière pulmonaire. Les protéines de jonction, pour faire simple, la barrière pulmonaire, son rôle de filtre est assuré parce que les cellules sont maintenues fermement les unes contre les autres par des protéines de jonction. Ce sont des élastiques, en fait, si je veux simplifier. Ces protéines les altèrent et les détruisent. Donc le dallage n'est plus fermement maintenu et donc les choses passent. On sait que le cuivre, qui est un des éléments, quand il est à l'état nanométrique et oxydé, ce qui est le cas, est un vrai poison. Il provoque des augmentations drastiques de la mortalité cellulaire et il est mutagène également. Bref, voilà, on a tout un ensemble de faits aujourd'hui qui nous appuient dans le fait qu'effectivement tout cela est toxique et qu'il faut faire quelque chose. Alors, pendant très longtemps, les plaquettes de frein, ça a été de l'amiante. Donc c'était parfait pour le côté mécanique, puisqu'on transfère de l'énergie cinétique en chaleur. Donc pour ça, l'amiante était quelque chose de formidable. Naturellement, ça posait un léger problème de santé publique. Voilà, aujourd'hui, on sait que ce qui a été trouvé comme moyen de remplacer l'amiante n'est pas forcément le meilleur et pose tout autant de problèmes que ce qui existait avant. Donc, il y a des moyens qui existent. Alors, si on veut chiffrer, puisqu'on parle de coûts financiers, une des manières d'appréhender financièrement le coût de cette pollution, qui malheureusement se retrouve essentiellement dans les villes, là où les concentrations humaines sont les plus importantes, puisque c'est avant tout là où on freine. On a un chiffre que l'on connaît, qui est celui de l'ADEME. L'ADEME estime que le coût global externe d'une émission de microparticules, ils l'ont chiffré, et si on prend ce chiffre, plus les 20 000 tonnes, enfin qu'on multiplie par les 20 000 tonnes, pardon, pour les plaquettes de frein, on arrive à 2,8 milliards de coûts annuels en France. Donc on a un chiffre qui est significatif. Juste pour les plaquettes de frein.
Oui, tout à fait. Pardon, juste pour les plaquettes de frein et juste pour les plaquettes de frein automobiles. Il faut rajouter à cela le ferroviaire et puis les véhicules lourds. Donc on a un coût effectivement qui est vraiment important. Comme vous le savez certainement, le coût externe global englobe à peu près tout. On va des admissions aux urgences pour détresse respiratoire en cas de pic de pollution ou après des pics de pollution, parce qu'en général ça met un petit peu de temps à arriver. Et on va jusqu'au ravalement de façade parce que les murs noircissent. Et voilà. Donc c'est l'ensemble du coût qui est inhérent à une pollution, et là en l'occurrence aux plaquettes de frein. Il y a des solutions qui existent. De l'autre côté, on en a développé une. Il y en a d'autres qui se développent et qui vont se développer. On sait qu'on peut supprimer l'effet de cette pollution pour une cinquantaine d'euros pour équiper un véhicule. Donc si on met ça en balance avec les 2,8 milliards par an, je pense qu'il y a un équilibre financier qui peut être intéressant à trouver. Merci. On reviendra. Hein. Ouais. Monsieur Le Pollès, s'il vous plaît. Donc je suis le président de la société Flexfuel Company. Je suis accompagné de Patrice Moll, préfet, qui est en charge des relations publiques de la société. Moi je suis plus technicien que relationnel, on va dire. Donc je vais exposer plus le côté technique de notre système. On est une société française qui fabriquons et qui concevons en France des systèmes de dépollution moteur par injection d'hydrogène. On a fait beaucoup de tests, donc le principe de base du système. Pardon, parlez bien en face. Bien parce en que face comme du vous micro. avez un bon débit, il faut Je poursuivre. vais essayer de parler Et un moins peu vite, moins s'il vous vite. plaît. Merci. Donc, donc nous fabriquons des systèmes de dépollution des moteurs par injection d'hydrogène. Le principe de base, c'est l'électrolyse de l'eau. Donc on fait une électrolyse de l'eau donc pour un produit donc, qui est pour le coup très écologique. On va séparer les molécules d'hydrogène et d'oxygène contenues dans l'eau et on injecte ce produit, cet hydrogène et cet oxygène dans le moteur, le but étant de dépolluer le moteur. Comme vous le savez sans doute, les moteurs sont prévus, tous les moteurs modernes en injection directe sont prévus pour monter en température pour être efficaces. Et aujourd'hui, la plupart des moteurs, même les plus vertueux en Euro 5 ou en Euro 6, roulent essentiellement en ville pour la plupart des véhicules. Ils ne sont pas donc dans leur élément permettant d'être optimisés et au mieux de leur pollution. Donc la pollution se dépose dans le haut moteur et vient donc rendre le moteur beaucoup moins efficace. Et donc le carbone qui se dépose dans ce moteur vient d'une manière exponentielle créer des polluants à l'échappement. Donc nous, la solution qu'on a mise en place et qu'on a testée dans plusieurs villes et avec plusieurs sociétés, c'est donc des systèmes de camionnettes e-service donc qui viennent sur les parcs des collectivités et qui viennent dépolluer entièrement et totalement les moteurs. On arrive à dépolluer d'une manière générale entre moins 20 et moins 80% les émissions polluantes, suivant le type de polluant, que ce soit des NOx, des HC ou encore du CO2 ou du carbone. Oui, donc moi, mon rôle, c'est de conseiller le président et la société dans tout ce qui est interlocuteur public, compte tenu des 31 ans que j'ai fait dans le corps préfectoral. Maintenant, je travaille donc à titre personnel dans le secteur privé. Donc, on a eu des contacts et des rendez-vous, et on a déjà fait des tests, des démonstrations, des expérimentations avec un certain nombre d'organismes publics. Par exemple, avec le ministère de l'Intérieur, les SGAMI. Les SGAMI, c'est les secrétaires généraux pour l'administration du ministère de l'Intérieur, qui ont succédé aux SGAPS, et ce sont des organismes qui, par préfecture de zone, il y en a 7 en France, gèrent tous les parcs de la police nationale et maintenant des gendarmes, puisque les gendarmes, comme vous le savez, ont rejoint le ministère de l'Intérieur. On a des contacts et des rendez-vous à venir avec d'autres organismes, comme l'administration pénitentiaire. Il se trouve que j'ai été directeur de l'administration pénitentiaire il y a quelques années. Et on a des contacts avec un certain nombre de cabinets ministériels, notamment celui de Madame Ségolène Royal, puisqu'elle nous a demandé, enfin, elle a obtenu pour nous, à notre demande, un rendez-vous avec le directeur de l'énergie et du climat, Monsieur Laurent Michel. On a des rendez-vous ou déjà fait des expérimentations, des tests avec des chiffres qui sont tout à fait significatifs, avec un certain nombre de villes qu'on a sélectionnées en fonction de leur taille ou de leur niveau de pollution. Paris, Le Havre, Nancy, Toulouse, Grenoble, Lille, etc., Rouen.
Et on va continuer avec un certain nombre de collectivités locales après les avoir sélectionnées dans cet ordre de priorité, compte tenu de leur taille ou de degré de pollution. Nous sommes en contact avec les conseils départementaux, qui peuvent être très intéressés compte tenu, comme vous le savez, de leurs compétences en termes de transport scolaire, bien évidemment. Et en fait, les collectivités territoriales, quelles qu'elles soient, et l'État gèrent des centaines de milliers de véhicules avec un parc extrêmement varié, de véhicules légers, de bus, de bennes, de véhicules lourds, de transport de camions. Et donc, au-delà des économies de consommation de carburant, ce sont en fait des dizaines de milliers de tonnes de CO2 qui ne seraient pas déversées dans la nature si on procédait avec ce qui est proposé dans le système qui vous a été présenté et qu'on pourra vous détailler ensuite dans les questions. J'ajoute qu'au moment où il est envisagé de créer les vignettes que vous connaissez, eh bien, comme il vous a été dit, même les moteurs les plus vertueux vont s'encalaminer très rapidement, et même si au départ ils sont assez écologiques, après une seule année de fonctionnement, en particulier en milieu urbain, leurs émissions polluantes vont devenir extrêmement fortes et assez rapidement excessives. Donc on dit souvent qu'une voiture sale de l'extérieur peut être le signe d'un véhicule mal entretenu, mais c'est évidemment exactement la même chose et de façon beaucoup plus préoccupante pour un moteur qui n'est pas nettoyé, qui est sale. Et donc il serait peut-être intéressé de valoriser, dans le cadre de ces vignettes qui vont être mises en place, celles et ceux qui prendraient la précaution de nettoyer leur moteur en diminuant de façon extrêmement significative dans les taux qui vous ont été indiqués leurs rejets polluants, notamment pour l'atmosphère. Et je trouve que là, il y a une véritable démarche de santé publique, mais aussi un objectif politique et écologique qui devrait probablement mériter d'être creusé. Et donc, s'il y avait une plus-value substantielle à ce genre de démarche, je pense qu'une incitation pourrait permettre de répondre à des objectifs de santé publique et de démonstration de volonté un peu citoyenne et écologique. Et d'une certaine façon, on est très complémentaires avec le président et madame de la société d'à côté. Et sans doute poursuivons-nous chacun dans notre domaine des objectifs assez comparables. Et évidemment, nous répondrons à toutes vos questions, Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur. Voilà. Merci, Madame la rapporteure. En tous les cas, merci pour ce panorama concernant des entreprises. Merci de vos exposés. Le sujet précis de notre commission d'enquête est le coût économique et financier de la pollution de l'air. Est-ce que les uns et les autres, vous avez pu éventuellement faire une évaluation sur ce sujet et où analyser les opportunités économiques en termes justement de dépollution, les marchés potentiels ou le nombre d'emplois que cela pourrait permettre de pourvoir en France particulièrement. Merci. Voilà, je vois que Monsieur Roccassera. Je vous en prie. Oui, effectivement, c'est vrai que quand on crée quelque chose qui n'existe pas, qui est ce que l'on a fait sur la technologie que l'on a développée, on commence effectivement d'abord par essayer de comprendre un certain nombre de choses, d'estimer des coûts également pour la société. Là encore, on était face à une difficulté au départ qui n'était pas simple puisqu'il n'y avait aucun chiffre sur ce problème. On a dû collecter. Le chiffre qui effectivement nous semble le plus important et le plus patent, c'est celui que j'ai cité tout à l'heure sur les 2,8 milliards de coûts sur cette pollution, en sachant que c'est quelque chose que l'on peut régler relativement facilement, puisque la technologie qu'on a développée, mais là encore il peut y en avoir d'autres derrière, permet d'éliminer 97% aujourd'hui de ces émissions. On peut très bien arriver à 100%. Après c'est un arbitrage qui est à faire avec les constructeurs automobiles. 100%, pour faire simple, ça crée un vieillissement un peu accéléré des plaquettes de frein, donc le propriétaire va être censé les changer un petit peu plus souvent. Mais voilà, c'est le seul problème. En termes de développement, oui, on sait aujourd'hui qu'il y a pas mal de zones géographiques qui commencent à s'attacher à ce problème. C'était dans la problématique du programme H2020 de l'Union européenne. Il y a un élément sur la problématique des particules de frein. On a deux manières de présenter les choses. La première est un argument
écologique et sanitaire. On sait malheureusement que c'est pas forcément la meilleure manière d'amener ce sujet. On achète rarement un véhicule avec une option en plus simplement pour faire du bien aux autres. C'est, je crois, quelque chose d'assez égoïste quand on achète un véhicule. Donc nous, on a beaucoup axé notre communication, et on le fait de plus en plus, sur l'aspect purement esthétique. C'est ces jantes qui deviennent noires et que beaucoup trouvent assez peu belles. Donc on s'axe principalement là-dessus. Le potentiel, on sait qu'il est énorme en face de nous parce que d'abord il n'y a rien pour l'instant, il n'y a pas vraiment de produits concurrents aujourd'hui. On sait qu'on a un marché de 80 millions de véhicules tous les ans. Ça, c'est uniquement pour le neuf, puisqu'on a développé d'ailleurs, on est en train de finir de développer quelque chose qui va permettre d'équiper des véhicules existants. Le but étant de ne pas attendre que tout le parc soit renouvelé pour essayer d'apporter une solution à ce problème. Donc oui, on sait qu'on a un marché qui est énorme en face de nous. On le voit bien au travers de la réaction des constructeurs automobiles que l'on contacte. Là encore, ils réagissent essentiellement pour l'instant sur l'argument esthétique. L'argument sanitaire, environnemental, ils nous disent, écoutez, tant qu'il n'y a pas de réglementation, pour l'instant, passons le sujet sous silence. Donc, mais l'argument, cet argument... Voilà, deux questions. La première, pensez-vous qu'il faille une réglementation? Non pas parce que vous pensez avoir découvert, mais est-ce que vous pensez que c'est utile? Et deuxièmement, est-ce que vous pouvez donner une estimation, notamment uniquement peut-être pour les véhicules légers, mais pas seulement, du marché que vous estimez potentiellement devant nous? Alors, en termes de potentiel de marché, pour nous, on sait que l'on a sur les différentes zones géographiques des impacts qui vont être relativement rapides ou relativement forts. Aux États-Unis, pour une raison très simple, c'est qu'aux États-Unis, la voiture est un signe de réussite sociale, donc on entretient sa voiture, on la nettoie tous les week-ends. Ce qui est une aberration totale d'ailleurs, parce que ces particules partent dans les eaux de ruissellement et on les retrouve derrière à se diffuser un petit peu partout. Ça se fixe dans les végétaux et c'est un vrai problème. Donc aux États-Unis, on sait qu'on a un marché qui est énorme. On a d'ailleurs été contacté, ce qui, je pense, n'arrive jamais dans ce milieu de l'automobile, directement par des constructeurs de Détroit, en disant on a entendu parler de votre technologie, il faut qu'on en parle. En général, ils attendent qu'on vienne les voir. C'est une relation dominant-dominé qui est assez bien établie. Donc ça se fait pas généralement dans ce sens-là. L'Asie, principalement avec le Japon, où il y a une préoccupation au Japon et en Corée sur les pollutions particulières qui est très importante. Et puis en Europe, ça dépend un peu des pays. On a les pays d'Europe du Nord qui se sentent peut-être un peu plus concernés. Voilà. La réglementation... Excusez-moi de vous interrompre. Et nos industries françaises vous ont contacté? Non. Merci. Non, c'est nous qui les avons contactés. On les a contactés, effectivement, c'était facile donc d'aller les voir. On avait des points de relais assez simples vis-à-vis d'eux. On a eu des réactions assez diverses. Voilà. Avec des gens qui se sont montés très intéressés, d'autres qui nous ont dit clairement que tant qu'il n'y aurait pas de réglementation, il n'y aurait pas d'action de leur part. Je suis assez direct, mais c'est la réalité. D'où la nécessité pour nous, ce qu'on n'avait pas fait jusque-là, de rentrer dans une politique de communication beaucoup plus déterminée, raison pour laquelle on a commencé à contacter des journalistes pour expliquer ce problème, parce qu'on voyait bien effectivement que sinon on aurait une inertie assez forte en face de nous. Et après, on a tout ce que l'on appelle les constructeurs premium, donc plutôt les marques germaniques et japonaises de luxe, qui elles se montrent très intéressées par ce que l'on fait. Là encore, parce que c'est vraiment un côté esthétique. Quand on achète une Mercedes, une BMW, on n'achète pas qu'un moteur et pas qu'une carrosserie. On achète là encore aussi une image sociale. Donc le fait d'avoir un véhicule propre et neuf, en apparence, est en général quelque chose d'important. Donc oui, on a un marché très important. Pour répondre à votre question, pour l'instant, on a fait un choix aujourd'hui qui était un choix de distribution de brevets pour une raison très simple, c'est qu'on voulait qu'il y ait une diffusion rapide
c'est simplement une question éthique pour nous, une diffusion aussi rapide que possible de notre technologie. Si on était fabricant, d'abord on devenait équipementier ou sous-traitant d'un équipementier, lui-même sous-traitant d'un constructeur. C'est du jeu à plusieurs bandes. Sur un billard, ça devient un peu compliqué. Dans un premier temps, on a fait un choix qui est de se cantonner sur de la recherche. On est une société d'ingénierie, on a des ingénieurs. Uniquement pour l'instant. Donc, mais on a les équipementiers qui effectivement, eux, fabriquent et fabriqueront, et plutôt ici. Juste pour nous fixer les choses, donc j'ai bien entendu la pollution liée particules, Ouais. liée aux plaquettes, en gros 6 fois supérieure à la sortie du pot d'échappement diesel. Ouais. Et concernant le rapport, par rapport à la pollution particule également, liée à l'abrasion des pneumatiques. Alors, en gros, c'est les 3 sources. Oui, tout à fait. Alors, on a aujourd'hui la pollution induite par le pot d'échappement sur des véhicules neufs, norme Euro 5 ou Euro 6, est en passe vraiment d'être complètement estompé par les deux autres que sont effectivement l'abrasion, c'est-à-dire les freins et les pneumatiques. C'est l'image que je prends toujours, on est sur une marée descendante, on a contraint le pot d'échappement, la marée est descendue, jusque-là on ne voyait pas les étoiles de mer qui étaient au fond de la mer, maintenant on les voit. Et ces deux étoiles de mer sont les pneumatiques et les particules de frein. Pour les pneumatiques, c'est plus compliqué de se prononcer. On sait qu'a priori aujourd'hui, et ça se comprend intellectuellement très facilement, la masse et le volume d'un pneu par rapport à ce que je vous ai montré est beaucoup plus important. Donc on a une mission qui est très importante. Après, c'est une question de taille de particules, effectivement, et qu'est-ce que l'on rejette comme micro ou ultra fine. Je sais que les équipementiers, les fabricants de pneus sont en train de travailler sur dans différentes directions, entre autres pour avoir des particules de plus en plus grosses et donc qui, sanitairement, ne posent pas de problème. Quand on est à 10-15 microns, on a quelque chose qui reste dans un nez, ça pose pas de problème. Le problème, c'est quand on a des particules ultra fines. Et là, malheureusement, compte tenu de la pression que l'on a sur un système de freinage, on a quelque chose qui descend très bas en termes de taille. Ouais, merci, on n'a pas la réponse, mais c'est pas grave, c'est pas non, mais si on n'a pas l'évaluation, c'est pas. Monsieur Le Pollès, vous en ce qui vous concerne, puisque c'est plus sur la motorisation, donc ça se voit moins, mais ça existe. Quelles données vous pouvez. Ça se voit moins. Tout dépend on va dire de l'âge du véhicule, parce qu'on a encore des véhicules qui, je prends l'exemple de la ville où on est, c'est-à-dire Fontainebleau, où on a un centre de R&D. On a encore des bus qui passent devant chez nous, qui font du transport de passagers, qui fument extrêmement noir à la première accélération. Donc ça reste relativement visible. Après, c'est vrai que les bus en Euro 5 et bientôt en Euro 6, c'est de moins en moins visible parce qu'ils ont ce qu'on appelle des filtres à particules, donc qui arrêtent toute cette pollution dans l'échappement, mais ça ne dure qu'un temps, puisque au bout d'un certain temps, au bout d'environ un an, le moteur s'encrasse et donc redevient plus polluant, et toute la difficulté est de réussir à maintenir ces performances écologiques du véhicule sur le long terme. On a trouvé une étude qui est sortie donc au mois vraisemblablement d'avril 2015, qui reprend le coût des hospitalisations uniquement liées à la pollution de l'air, qui fait état de l'ordre de 0,9 à 1,8 milliard d'euros par an. Donc, ce qui n'est pas anodin. Quand on sait que 25% des polluants viennent uniquement des véhicules, ça peut en dire assez long au niveau du coût effectivement de la pollution liée au moteur, notamment diesel. Pour notre part, donc comme vous l'a dit Patrice Moll, on a déjà mis des tests en place et des démonstrations pour les plus grandes villes de France, comme Paris, Lille ou Grenoble. On vous a d'ailleurs préparé un petit document qu'on vous laissera chiffrer, parce qu'on est relativement pragmatique, c'est-à-dire qu'on fait des analyses de gaz avant, pour regarder l'état général du véhicule. On procède donc à notre service et on fait des pollutions moteurs par injection d'hydrogène, et on refait une analyse de gaz après pour démontrer, pour vérifier l'état général et l'avancée de la dépollution dans le moteur. Pardon, comment dirais-je, la démarche est la même pour, par exemple, des flottes de véhicules type bus, et notamment, est-ce que
je dirais, l'encrassement des moteurs, si je peux appeler ça comme ça, et même pour les bus, par exemple, qui fonctionnent au GNV. Alors, pour les bus fonctionnant au GNV, on a été contacté par la ville de Nantes qui a des gros problèmes effectivement sur les bus fonctionnant au GNV, de calamines qui se fixent, même si effectivement notre première démarche n'était pas celle-là, parce que comme vous, on n'avait pas vraiment étudié la partie GNV, parce que d'une manière générale, ça sonne comme un moteur beaucoup plus propre. Et effectivement, il y a eu un retour de la ville de Nantes, du Sémitrans de Nantes, qui est le colloque de gestion des bus. Et effectivement, ils ont des gros problèmes d'encalaminage moteur sur certaines parties, notamment au niveau des injecteurs. Au-delà du coup, pour notre part, on va dire sanitaire pour les moteurs et pour du coup sanitaire pour les gens et notamment au niveau des hospitalisations et des coûts pour la santé publique. Il y a un autre coût itinérant qui est d'une manière globale le coût pour la gestion d'un parc d'une manière générale. Là où je veux en venir, c'est que notre produit est économiquement viable, c'est-à-dire qu'on arrive non seulement à baisser la pollution, mais le fait d'avoir un moteur plus propre pour les personnes qui s'en servent permet également de baisser le coût de gestion et le coût de maintenance de leur parc. Donc on arrive vraiment sur un équilibre financier des deux côtés. D'une part, d'avoir un coût écologique beaucoup plus amoindri et en même temps très significatif au niveau de la maintenance par rapport aux gestionnaires de parc. Parce que comme l'a dit monsieur tout à l'heure, tant qu'il n'y a pas de loi, la pollution, c'est pas forcément une priorité. Dès qu'on rentre dans des éléments chiffrés où on arrive à trouver un équilibre, effectivement, on a tout de suite une oreille un peu plus attentive. Oui, j'ajoute qu'au-delà des collectivités territoriales ou de l'aspect public, les régies autonomes comme la RATP par exemple ou d'autres, le président pourrait aussi détailler les contacts que nous avons avec Midas, Feu Vert, Leclerc, le service que l'on apporte soit en termes d'investissement pour les garages qui s'équipent d'un matériel, soit en termes de services auprès notamment des collectivités locales. J'ajoute par ailleurs qu'il y a eu un certain nombre de contacts à l'étranger, en Turquie, au Maroc, et donc qui montre qu'il y a une capacité de développement importante et vous verrez dans les documents qu'on vous laissera, où on pourra vous détailler si vous le souhaitez, entre le coût d'investissement ou de fonctionnement, investissement sur le matériel, notamment les garages, ou sur le service, notamment les collectivités publiques ou les régies, au-delà de... quand on voit le coût par rapport au retour sur investissement, soit en termes de qualité de la gestion du parc, d'économie de gestion du parc, soit de la santé publique, le retour sur investissement est absolument extraordinairement positif, et ça c'est démontrable et chiffré. J'ai deux courtes questions par rapport à ça. La première, y a-t-il pas un risque d'augmenter la durée de vie moyenne des véhicules, donc de franchir la barre des 9 ans, ce qui pourrait sembler, je dis bien ce qui pourrait sembler contraire à un mouvement qui voudrait, si j'entends les mesures récemment annoncées par la ministre, avec la mise en place des pastilles. Donc, est-ce que par votre procédé, il y a moins, la pastille, elle doit être, enfin, dans les véhicules, est-ce qu'elle pourrait ramener des véhicules même d'un certain âge en pastille 1 ou 2 ? Là, après, il y a une durée de vie à déterminer sur le plan les réglementaires ou autres. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant les 9 ans, elle polluerait beaucoup moins pendant 9 ans. Et donc, l'objectif, c'est pas de faire durer des vieux véhicules plus longtemps, c'est de faire en sorte que pendant leur durée de vie normale ou acceptée, pendant 9 ans, avec par exemple un passage tous les ans au garage, elles aient un taux de pollution qui soit très largement inférieur. Les chiffres sont extraordinairement parlants et surtout, ils sont démontrés parce que constatés par des tests et des expérimentations qui ne peuvent pas être remises en cause, quoi. Et alors, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président, c'est que dans l'esprit de la démarche des vignettes, le fait d'inciter à nettoyer son moteur tous les ans peut démontrer au contraire quelque chose qui aboutit à un plus. Et donc, il faudrait sans doute une incitation, compte tenu du fait que pour motiver les personnes, il y a peut-être une incitation à trouver en faisant gagner quelque chose par rapport aux vignettes. Enfin, j'en sais rien si j'ai tout compris, je ne suis pas scientifique, mais l'incitation, le fait d'avoir un moteur, qui est moins sale, donc qui fonctionne mieux, donc qui carbure mieux, on consomme moins, donc logiquement, l'équation que vous devriez, enfin, c'est pas je veux pas m'en mêler, mais l'économie que vous faites gagner à l'automobiliste, au pire, vous en prenez une partie. Je dirais par l'opération de nettoyage, et puis tout le monde s'en porte mieux finalement, enfin me semble-t-il, si j'ai tout compris de votre explication. Vous avez parfaitement compris, mais si jamais par un nettoyage tous les ans, on gagne une couleur positive de vignette, c'est pas plus mal non plus, Monsieur le Président.
J'avais compris que l'a gagné automatiquement. Enfin, voilà. Avec peut-être une réserve, c'est que pour ceux qui roulent éventuellement beaucoup et hors ville, je dirais les moteurs devraient enfin, se salir moins vite, encore que. Par contre, ceux qui semblent être dans le cœur de cible, c'est quand même la moyenne des véhicules, puisque je crois qu'on fait moins de 10 000 km avec un véhicule léger en moyenne, 9 000, donc C'est environ 12 000 km, entre 8 et 12 000 km par an par véhicule. Donc on a essentiellement des véhicules qui ont... la cible principale, c'est des véhicules qui ont entre 3 et 6 ans et qui ont entre 30 et 60 000 km. D'accord. Voilà, alors, moi je vais vous poser deux questions, parce qu'on ne les a pas entendues. Moi j'ai déjà entendu, mais c'est pas moi qui suis concerné. Quel est pour l'un et l'autre le coût de vos technologies respectives? Alors, soit à l'unité, hein, c'est vous qui nous dites, puisqu'en fait, si je prends Monsieur Le Pollet, c'est un peu différent de Monsieur Roccaserra. Donc, je vais redonner la parole à Monsieur Le Pollet, tant qu'il est chaud. C'est ça, j'ai un peu de mal à me mettre en place, mais une fois que c'est parti, c'est bon. Vous n'êtes pas un diesel. Hein. Donc le coût de la prestation, en fait, pour nous, on va prendre l'exemple de la SGAMI sur laquelle on est en train donc c'est la SGAMI Sud-Ouest qui représente, pour vous donner un ordre d'idée, 6300 voitures et à peu près 680 poids lourds. On est sur un coût de prestation de 55 € hors taxe par an par véhicule pour un VL et environ 330 € pour un poids lourd. Considérant que c'est un coût qui est appelé à baisser, puisque si votre technologie, je dirais, se développe, ou alors vous allez améliorer encore la technologie. Le coût baissera sans doute avec le temps, suivant le volume. Après, ça dépendra du volume de prestations possible, on va dire. Merci. Alors, nous concernant, on a deux prix qui sont complètement différents. Le premier est pour un véhicule neuf, donc quand on a quelque chose qui sort de l'usine, là on est sur un coût de production. Alors j'insiste bien production, donc après les constructeurs pourront le vendre à un prix peut-être différent, mais un prix de production qui est d'une 50aine d'euros pour un véhicule, pour qu'il soit équipé. Donc on est sur quelque chose qui est très raisonnable, et c'est une fois puisque le système est fait justement pour tenir la vie entière du véhicule. Donc il faut changer les filtres de temps en temps, mais il n'y a pas de coût additionnel derrière. Ça, c'est pour les véhicules neufs. Pour un véhicule ancien, on a un coût qui est nécessairement plus élevé. Non pas que le produit soit plus compliqué, c'est simplement parce que c'est du temps de main-d'œuvre pour le monter sur un véhicule. On est beaucoup plus proche pour l'instant, mais on peut peut-être encore travailler dessus et le faire baisser, mais sur quelque chose aux alentours de 500 €. Merci. Peut-être encore. Oui, allez-y. Juste un dernier point, Oui. parce qu'on a juste parlé de la partie service. Pour un garage qui voudrait s'équiper comme Midas ou Peugeot, parce qu'on a également été sollicité par les constructeurs pour le coup, il faut compter environ 9 000, un peu en dessous de 10 000 € pour une station pour un garage, voilà, qui fait des prestations d'une manière globale pour les particuliers. Oui, 10 000. Ouais, Oui. 10 000 € pour un garage, ouais. Peut-être encore deux courtes questions. Est-ce que vous connaissiez, enfin vous aviez entendu parler l'un de l'autre? Bon, oui, ça c'est réglé. Et deuxième question, puisque notre commission d'enquête, ça porte sur donc le coût de la pollution de l'air. Qu'est-ce qui vous a motivé pour travailler sur quelque chose qui est en rapport avec la pollution de l'air? C'est justement la pollution de l'air ou c'est tout à fait autre chose? C'est la pollution de l'air, mais ce que ça peut avoir comme conséquence soit sur les citoyens, puis avec les collectivités publiques. Je pense qu'il y a une sorte de service public à assurer et que c'est aussi une problématique à la fois politique, administrative, juridique qui est particulièrement intéressante, avec comme objectif final la santé publique. Je trouve que c'est un beau sujet et qui tombe assez bien en ce moment dans les différents débats qui ont lieu. Ça, j'entends bien, mais Monsieur Le Polès, en fait, il s'est réveillé un matin et il s'est dit, la pollution, ça va pas. Moi, je suis un ingénieur, je vais trouver un truc. Monsieur Le Polès s'est réveillé un matin et il voit sa santé se dégrader au fur et à mesure qu'il vieillit.
et notamment à cause de l'asthme. Donc effectivement, ça me touche personnellement. Je fais ça depuis 2007. On a commencé sur les véhicules éthanol à la base. Donc ça fait bientôt, ça fait 8 ans. Donc c'était pas encore le moment, puisque là on s'y approche effectivement de plus en plus. Les pics de pollution sont de plus en plus récurrents. Et en fait, tout simplement, je vais pas parler trop longtemps, mais on a travaillé sur tout type de moteur. Et au fur et à mesure de nos expériences, on s'est aperçu en passant du moteur essence de voiture, en allant au moteur industriel, qu'on avait des solutions en fait vraiment pour tout type de moteur et pour effectivement baisser la pollution. C'est comme ça qu'on est arrivé à ce type de produit. Pardon, Monsieur Roccassera. Oui, alors moi l'histoire est un petit peu différente. Moi, je me définis comme un entrepreneur avant tout. C'est plus le constat sur un véhicule que j'avais qui dysfonctionnait en fait et dont les freins s'usaient beaucoup trop vite. J'ai fini par me pencher sur le problème et la question. Je crois que quand on est un entrepreneur, c'est effectivement on a un marché en face de nous, on a une problématique qui arrive aujourd'hui. Si j'avais monté cette société il y a 5 ou 6 ans, je pense que ça n'aurait pas marché. Aujourd'hui, effectivement, on a quelque chose qui, du fait des mentalités, du fait aussi des pics de pollution que l'on a qui sont beaucoup trop importants et de la gêne qui est réelle. J'étais il y a peu en train de faire une présentation pendant un jour de pic de pollution. J'avais pas besoin d'air Paris pour savoir que les pics étaient dépassés. Le mal de gorge se sentait immédiatement dans Paris et on n'avait pas besoin d'un indicateur. Donc je dirais que c'est vraiment une démarche d'entrepreneur et qui fait que effectivement aujourd'hui c'est quelque chose qui arrive à maturité et sur lequel on peut économiquement faire quelque chose. Voilà, merci. Ce sera ma dernière question. Est-ce que vous attendez quelque chose de particulier du législateur ? Oui, très clairement. Moi, je crois que je l'ai dit rapidement tout à l'heure. Je pense qu'il y a eu un vrai courage politique il y a quelques années qui a imposé des normes aux constructeurs automobiles. On est arrivé à des résultats intéressants avec des pollutions qui baissent aujourd'hui. Très sincèrement, je pense que, je ne vais pas me faire des amis, mais peu importe, si on avait laissé les constructeurs automobiles faire seuls, on en serait toujours à un gros nuage sortant de chacun des pots d'échappement. Donc oui, l'Europe commence un petit peu, là encore au travers du programme H2020, je pense qu'il faut une vraie réglementation. Là encore, aujourd'hui, c'est vraiment un problème de santé publique et d'environnement. Donc, et à partir du moment où des solutions techniques existent, à partir du moment où elles sont d'un coût qui est raisonnable, pourquoi s'en priver? Monsieur disait tout à l'heure qu'il avait des problèmes de santé. Moi, j'ai 3 enfants, j'en ai 2 qui sont asthmatiques. C'est un vrai problème et c'est un problème pour tout le monde aujourd'hui. Donc oui, je pense qu'il faut une réglementation, clairement, pour contraindre, là encore, à éliminer ce que l'on peut éliminer, là encore, relativement facilement. Donc c'est 20% aujourd'hui du global de la pollution particulière, la pollution de frein. On peut éliminer 87-98% de cette pollution. On peut faire baisser de manière très significative la pollution particulière dans les villes. Oui, Monsieur le Président, naturellement. D'ailleurs, si vous nous faites honneur de vous recevoir aujourd'hui, c'est parce qu'on vous a écrit. Donc, si on vous a écrit, c'est qu'on attend quelque chose de vous, le législateur. Et puis, au-delà du législateur, il y a une déclinaison réglementaire. Et je pense qu'une incitation vis-à-vis des collectivités territoriales, vis-à-vis des citoyens, nous semble déterminante. Et on l'a dit tout à l'heure, la démarche citoyenne ne suffit sans doute pas. Peut-être faut-il envisager des incitations. Et donc, le rôle du législateur d'abord et de l'autorité réglementaire sont, de notre point de vue, déterminante. Donc oui, nous avons besoin de vous. Écoutez, il nous reste à vous remercier. Voilà, vous avez répondu en tous les cas, bon, comme beaucoup, hein, mais c'est le contexte. Voilà, c'est ce que dit la rapporteure. Nous sommes dans le monde des opportunités, d'affaires.